Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode, on va parler de la reprise du travail de Yokidoki après 2 ans et demi d'arrêt et on va parler plus précisément des prérequis et du plan d'action. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors t'es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Alors, aujourd'hui, je vous retrouve avec la voix du rhume. Donc ne vous étonnez pas, si ma voix est un peu encombrée, c'est normal. Je vous retrouve pour ce sujet parce que ça fait une bonne quinzaine de jours, je dirais, que je partage ma reprise de travail avec Yokidoki sur les réseaux sociaux, en petit réel court d'1 minute. Et ça a l'air de vachement vous intéresser, donc je suis trop contente déjà. Et surtout, 1 minute, c'est hyper court. Donc je fais 3 épisodes par semaine là, et en 1 minute, j'ai vraiment pas le temps de raconter grand chose, ou de préciser, ou de détailler quoi que ce soit. Donc, après vous avoir soumis l'idée, nous sommes partis pour des épisodes qui s'y rapportent. Je pense que je vais faire ça régulièrement, enfin surtout quand j'aurai quelque chose à raconter d'intéressant. Mais là, c'est intéressant aujourd'hui, je pense que je vous parle des prérequis et du plan d'action. L'idée, c'est vraiment de vous expliquer comment je me suis remise au travail avec Yoki après 2 ans et demi d'arrêt, pourquoi je me suis arrêtée pendant 2 ans et demi, comment je reprends, est-ce qu'il y a des étapes préalables à la reprise, etc., etc. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc, première info, ça fait 2 ans et demi que Yoki n'a pas travaillé. Alors je dis que ça fait 2 ans et demi qu'il n'a pas travaillé. En réalité, il n'est pas à l'arrêt depuis 2 ans et demi parce que j'ai continué à faire quelques balades en main, comme ça. J'ai continué à monter dessus parfois. Donc en fait, il a déjà, entre guillemets, repris le travail plusieurs fois parce qu'il y a déjà plusieurs fois où je me suis dit, allez, je reprends. J'ai fait quelques séances de travail en main, quelques séances de travail à la longe et je me suis remise à cheval et j'ai pas continué. La raison pour laquelle ça fait 2 ans et demi qu'on travaille vraiment de manière très irrégulière comme ça, elle n'est absolument pas physique, ni pour Yoki, ni pour moi, mais c'est plutôt de l'ordre de la vie et de l'aventure de la vie, n'est-ce pas où moi, je suis préoccupée par autre chose. Et donc, mon cheval, il est moins travaillé de manière moins régulière et avec moins d'envie et de passion, je dois l'avouer. Donc, Yokidoki, il est arrêté depuis 2 ans et demi, plus ou moins, mais je continue à le voir. D'ailleurs, ça fait 1 an et demi maintenant que j'habite quasiment dans son pré, donc que je le vois tous les jours. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'habite dans une tiny house, donc dans une petite maison en bois, au fond du pré de mes chevaux. Je le dis comme ça souvent, mais du coup, mes chevaux, c'est le troupeau où Yoki est, mon cheval. Il y a aussi Danae, la jument de ma sœur, Joy, la jument d'une voisine, une pur sang, et Zaza, la Shetland. Donc ils sont tous les 4 dans ce troupeau. Et moi, j'habite dans le fond de ce champ, c'est-à-dire que je dois passer par le champ des chevaux pour arriver jusqu'à ma tiny house. C'est un choix et ça me procure vachement d'interaction avec les chevaux. À chaque fois que je sors de chez moi pour aller quelque part, pour aller jusqu'à ma voiture, je passe par le champ des chevaux et tout. Donc j'ai beaucoup d'interactions avec les chevaux, mais très peu d'interactions de travail. Maintenant que ça c'est dit, dans cet épisode, j'ai vraiment envie de vous parler du fait que la reprise du travail, ça se fait pas. En tout cas, moi, j'ai choisi de ne pas le faire comme ça. Déjà, première étape, c'est que pendant 2 ans et demi, mon cheval, il a continué à être suivi. Franchement, il a presque été encore plus suivi que d'habitude. Mais il a continué à être suivi une fois par an par une dentiste, dentiste équine. Il a été suivi par un ostéopathe quand j'étais encore à Cholet et une ostéopathe depuis que je suis arrivée à côté de Perpignan là,
Non, 2 fois par an, 2 à 3 fois par an, je pense. Un peu quand j'en ressentais le besoin pour lui, un peu quand je le sentais un peu bloqué, quand je le voyais un peu bloqué dans son champ. Et ça correspond à peu près à 2 à 3 fois par an. Il a été suivi en parage. Alors pour le coup, c'est moi qui le fais. Donc à peu près toutes les 6 semaines. Mais si jamais il est paré par un professionnel, le délai entre 2 parages, il est celui-là, il est de 6 semaines. Même si votre cheval n'est pas ferré, c'est important qu'il voit un pareur toutes les 6 semaines pour que il se promène pas au bout de 6 semaines avec des chaussures trop grandes, parce qu'on sait les désastres que ça fait sur... Enfin, je sais pas si vous avez déjà porté des chaussures trop grandes pendant une journée, mais en vrai, déjà, c'est désagréable. Et en plus, ça amène des douleurs un peu partout, des douleurs musculaires, des douleurs tendineuses. Et ça peut entraîner vraiment des problématiques à plus grande échelle. Donc vraiment, le parage toutes les 6 semaines, c'est hyper important. Et il a été nourri avec du foin à volonté et du CMV. Il a aussi vécu donc en troupeau. Là, ils sont 4 depuis 1 an et demi. Avant ça, ils étaient 2 ou 3, suivant avec qui il était dans la pension dans laquelle il était à côté de Cholet. Mais voilà, le truc le plus important, c'est vraiment, j'ai envie de vous parler de ça parce que c'est pas quand mon cheval ne travaille pas, il est plus paré parce qu'il n'a pas besoin, il voit plus le dentiste parce qu'il n'a pas besoin, et il a plus de CMV parce qu'il n'a pas besoin. Je n'appartiens absolument pas à cette catégorie de personnes-là parce que le parage, pour moi, c'est un besoin, j'ai envie de dire vital, même si un cheval, il va pas mourir s'il n'est pas paré. Mais c'est un besoin vraiment hyper important de soins pour nos chevaux. La nourriture avec le CMV aussi. Et le fait de vivre en troupeau et d'être vu par un dentiste aussi. C'est un peu là, pendant 2 ans et demi, il a un peu vu ce que moi je considère être, entre guillemets, le minimum pour que mon cheval se sente bien. Donc il a vu tous ces praticiens-là. C'est hyper important, je vous le dis, parce que vous savez que moi je développe l'équitation collaborative. Et franchement, j'ai pas pris la facilité parce que je veux vraiment créer une collaboration avec mon cheval. Et en fait, il est hyper facile de faire travailler des chevaux sans trop leur demander leur avis. Par contre, une fois qu'on commence à vouloir leur demander leur avis, ça entraîne plein de trucs, et notamment qu'ils nous donnent leur avis. Et donc parfois, ça crée des questionnements qu'on n'a pas forcément si on n'écoute pas nos chevaux. Mais quoi qu'il en soit, si on veut développer une collaboration entre guillemets saine, alors je ne sais pas si c'est saine vraiment le mot, mais en gros une collaboration tout court en fait. Un cheval qui nous dit ce qu'il veut, ce dont il a besoin, quand il va bien, quand il va pas bien. On a besoin pour qu'il se sente bien et qu'il soit vraiment collaboratif dans le travail et qu'il nous donne les vraies infos, etc. Que d'abord il se sente bien dans sa vie. Et ça, on l'oublie trop souvent. Et parfois, quand on a des problèmes dans le travail, on le règle. Les comportementalistes le sauront, me plussoiront, je pense. Mais on règle parfois des problèmes en remettant en question et en changeant des choses dans le quotidien du cheval. Donc, moi, je parle souvent de pyramide de l'équitation collaborative. Si vous avez déjà participé à des webinaires chez moi, j'en parle très très souvent de cette pyramide parce que c'est vraiment la base de tout pour moi. Si on veut le travail collaboratif, c'est pour moi le sommet d'une pyramide. Et si les briques d'en dessous ne sont pas bien empilées, on ne peut pas avoir de travail collaboratif efficace, optimal, tout ce que vous voulez derrière ça, mais le travail ne peut pas être collaboratif en tout cas, et ne peut pas aller et dans le sens du cheval et dans le sens de la relation. Donc les briques d'en dessous de ce travail collaboratif, si vous ne l'avez jamais entendu, la brique de base, c'est vraiment les besoins fondamentaux. Moi, je parle toujours de 5 besoins fondamentaux. Je parle, donc il y a les 3 F que certains connaissent peut-être. Food, donc la nourriture, donc, qui est parfois utilisée avec forage aussi, le fourrage. Donc c'est fourrage à volonté. Donc nourriture, un cheval, moi je dis un cheval qui mange à sa faim, donc c'est fourrage à volonté. Et moi j'aime bien rajouter les CMV pour que les apports en vitamines et en minéraux soient bons pour notre cheval, quoi. Friends,
donc le deuxième F, c'est les potes, donc vie en troupeau. Et freedom, donc c'est de la liberté, donc c'est un cheval qui a assez d'espace pour pouvoir marcher, trotter, galoper, se déplacer en fait. Donc ça, c'est les 3 F dont on parle, mais moi, j'aime bien rajouter les 2 autres besoins fondamentaux. C'est dormir, donc se sentir assez bien en sécurité pour dormir des 3 manières, debout, couché en vache et couché de tout son long. Et boire à sa soif, de l'eau claire et à température ambiante. Donc c'est vraiment ces 5 besoins fondamentaux, c'est la base de cette pyramide de l'équitation collaborative. Et au-dessus, on empile le bien-être physique de notre cheval et le bien-être émotionnel. Donc quand on a les besoins fondamentaux de notre cheval qui sont comblés, on va aller regarder comment il se sent dans son corps, parce que si le cheval il a mal partout, il y a des chances que travailler soit un peu plus compliqué pour lui que s'il va hyper bien, qu'il est hyper fit, qu'il a hyper l'habitude de travailler, etc. Mais du coup, c'est hyper important de prendre en compte ce bien-être physique. Donc c'est, est-ce qu'il a pas mal quelque part et comment il se sent en gros. Et le bien-être émotionnel que je surplombe de la décontraction parce que de toute décontraction, non, le travail ne peut pas être optimal d'un point de vue ne serait-ce que musculaire si le cheval n'est pas décontracté. On sait que une fibre musculaire, un muscle, a besoin d'être capable de se décontracter pour être capable de se contracter de manière optimale. Donc, si on part de ce principe-là, il y a besoin d'un cheval décontracté pour travailler de manière optimale. Donc, travailler avec un cheval qu'on force à se mettre... je vais faire un lien qu'on ne me demande pas de faire ici, mais je suis chez moi. Travailler un cheval et le contraindre à se mettre dans une attitude, je pense aux enraînements par exemple, et qui travaille certes dans cette attitude, mais tout crispé, c'est pas optimal pour ne serait-ce que sa musculature. Et c'est absolument pas optimal pour notre relation. Enfin, c'est ce que je crois, en tout cas. Donc, quoi qu'il en soit, maintenant qu'on a mis toutes les briques de cette pyramide, en fait, c'est vraiment... Je parle de cette pyramide parce que pour moi, c'est vraiment un prérequis pour le bien-être physique de mon cheval. Du coup, c'est important qu'il soit suivi par tous les professionnels que je vous ai cités jusque-là. Donc, un vétérinaire si on a une problématique vétérinaire, un ostéopathe si on sent que notre cheval est un peu bloqué, un peu raide, qu'on ne sait pas trop, mais on le sent un peu dissymétrique, un peu bizarre. L'ostéopathe, c'est important de le faire passer. Le podologue, le pareur, le maréchal, toutes les 6 semaines, ou vous-même si jamais vous avez été formé au parage. Et le dentiste, je le répète, le dentiste, 1 fois par an, parce que c'est absolument pas parce que votre cheval ne travaille pas ou parce que vous travaillez sans mort que votre cheval n'a pas besoin de dentiste, de voir le dentiste 1 fois par an. Je le dis là parce que parfois je l'entends et je trouve ça assez fou. Je comprends pas trop comment on peut penser ça, mais clairement il y a des gens qui pensent ça, donc c'est important de le dire que votre cheval peut avoir mal aux dents même si vous mettez pas de mort dans la bouche. Donc c'est important. Donc les dents de votre cheval continuent à pousser même si vous mettez pas de mort dans la bouche. Le dentiste, c'est important de le voir, enfin que votre cheval le voit régulièrement parce que les chevaux, à l'inverse de nous, ils ont les dents qui poussent en continu. Donc, si jamais ils sont pas rééquilibrés régulièrement et qu'ils n'usent pas les dents correctement à droite à gauche, c'est pour ça qu'ils ont des pointes qui arrivent dans les dents, qui peuvent avoir la mâchoire déséquilibrée, et on sait que la mâchoire déséquilibrée entraîne des déséquilibres sur le reste du corps, donc des déséquilibres biomécaniques, donc des problématiques pendant le travail. Donc, mais même si votre cheval ne travaille pas, les dents continuent de pousser, il a des pointes dans la bouche, et je sais pas, vous, si vous avez déjà eu des douleurs à vos dents, mais vivre avec un mal de dents, c'est l'enfer. Donc c'est hyper important de faire suivre votre cheval tous les ans. Certains dentistes disent tous les 18 mois en fonction des chevaux, de la pousse, etc. etc. Mais vraiment tous les ans, c'est important. Moi, je crois qu'on le répétera jamais assez. Donc, voilà. Donc, pour que mon cheval soit dans le bien-être physique quand je reprends, en tout cas, moi, il a eu ces suivis-là pendant 2 ans et demi. Et avant de reprendre le travail, j'ai refait un check-up avec une ostéo.
une ostéo qui est ici, Julie, si tu m'écoutes, salut. Une ostéo avec qui je travaille ici à Perpignan et sur laquelle j'ai eu la chance de tomber, un peu par hasard, mais je suis hyper contente d'être tombée sur Julie, parce que j'adore son approche de l'ostéopathie et j'adore la façon dont elle suit mon cheval. Donc j'ai fait passer Julie en prédiction, c'est comme ça qu'on dit, au préalable, avant de remettre mon cheval au travail pour avoir son avis sur comment elle pense que va mon cheval, qu'est-ce qu'elle sent sous ses mains, qu'est-ce qu'elle voit, d'avoir un deuxième avis, parce que j'ai beau être vraiment parmi les gens très formés en biomécanique, et Yoki c'est mon cheval, et je ne regarde pas Yoki avec les mêmes yeux que je regarde les autres chevaux, faut que je l'avoue en vrai. Je me pose beaucoup de plus de questions avec mon cheval qu'avec les autres. C'est normal, je crois. En tout cas, ouais, c'est normal. Et donc, Julie, elle a sa casquette de professionnelle ostéopathe, mais elle a aussi, pour moi, cette casquette de personne qui me rassure sur l'état de mon cheval. Est-ce que mon plan d'action, il est pertinent pour le début de mon travail? Est-ce que ça correspond à ce qu'elle voit de mon cheval, à ce qu'elle sent sous ses doigts de mon cheval? Et puis, elle peut faire les manipulations qui vont lui permettre de se sentir mieux pour cette reprise de travail. Donc, moi, j'ai fait venir Julie, l'ostéopathe, moi c'est Julie, mais peut-être qu'elle s'appelle autrement chez vous, l'ostéopathe, pour tout ça avant de le remettre au travail. Et maintenant que ça c'est dit, nous partons donc avec un cheval parfait, n'est-ce pas, dans une forme olympique. Non, c'est faux. Un cheval qui n'a pas travaillé pendant 2 ans et demi. J'aime bien l'expression que Julie a utilisée quand on l'a vu, quand elle l'a vu la dernière fois ou une fois d'avant. Elle m'a dit, je crois que ça va lui faire du bien de se réathlétiser. J'ai trouvé ça hyper bien dit. Et effectivement, c'est comme nous. Clairement, pendant 2 ans et demi, du coup, Yoki s'est déplacé du champ quand il était à l'herbe à l'abreuvoir, de l'abreuvoir à la botte de foin, mais du coup, on n'est pas vraiment sur une musculature d'athlète. Et donc, il est un peu raide de partout, et en même temps, peut-être un peu hyperlaxe de certains endroits. Yoki, c'est un cheval qui est très fort dissymétrique, puisqu'il a ce qu'on appelle un high-low. High-low, c'est vraiment, si je dois imager, c'est un cheval qui a 2 pieds différents à droite et à gauche. Donc un pied qui a tendance à pousser en talon aiguille et l'autre pied qui a tendance à pousser en babouche. Donc ça entraîne une dissymétrie plus haut, évidemment. Hein. Si on a un talon aiguille, vous imaginez vivre avec un talon aiguille à gauche et une babouche à droite, forcément notre corps là-haut, il fonctionne pas de manière optimale et de manière symétrique. Donc c'est un cheval qui est dissymétrique. Et après, c'est toujours pareil, qui de l'œuf ou la poule. Donc, est-ce que c'est parce que ses pieds poussent comme ça que plus haut, il est dissymétrique? Ou est-ce que parce qu'il est dissymétrique, ses pieds poussent comme ça? C'est là le débat. Et c'est là la vraie question. Mais quoi qu'il en soit, il y a un truc super important et intéressant de se dire, c'est que du coup, on peut l'aider à rétablir plus ou moins sa symétrie. Pour moi, avec mes connaissances, c'est par 2 angles d'attaque. C'est le soin, donc parage régulier, le dentiste, je le répète, le dentiste peut avoir une influence sur la symétrie, enfin une dissymétrie dans la bouche peut avoir une influence sur une dissymétrie du corps en global, donc c'est hyper important de faire suivre régulièrement vos chevaux, encore plus s'ils sont dissymétriques, et le travail, la façon dont on travaille notre cheval va entraîner, soit va conforter le cheval dans sa dissymétrie, soit va lui permettre d'améliorer sa dissymétrie, donc de diminuer la dissymétrie et d'avoir un cheval un peu plus droit, si on peut le dire comme ça. Donc ce 3e ingrédient, je m'apprête à la remettre au travail. Et donc, transition parfaite pour vous parler du plan d'action. C'est quoi mon plan d'action quand je reprends mon travail en estimant que mon cheval n'a pas travaillé depuis 2 ans et demi? D'abord, je fais pas mal de travail à pied. Et je suis partisane de ne pas mettre mon gros poids sur mon cheval pour la reprise direct. Genre, ça fait 2 ans et demi qu'il n'a pas bougé, qu'il n'a pas trotté et galopé au bout d'une longe, et je vais monter dessus. Non.
L'idée, c'est de le préparer physiquement, le préparer mentalement, et de rétablir quelques codes de communication entre nous, pour être sûr que on se comprend bien, qu'on a bien la possibilité de se parler, lui et moi. Donc qu'on a bien la possibilité de se parler, je répète, moi j'aime bien développer la collaboration, donc c'est bien que moi je puisse demander quelque chose à mon cheval et l'obtenir, genre j'aimerais que tu trottes sur le cercle et que mon cheval trotte sur le cercle, mais que lui aussi puisse me dire, meuf c'est vraiment inconfortable ça, et qu'il puisse me le dire d'une manière qui n'est pas dangereuse ni pour lui ni pour moi, donc sans me mettre par terre, sans m'envoyer les pieds, sans etc., etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on a de hyper acquis depuis avant le travail et même avant l'arrêt je veux dire, et même pendant cette période de 2 ans et demi où j'ai considéré que j'avais pas travaillé, même si j'ai fait des balades en main, quelques séances de travail à pied et que je suis remontée dessus quelques fois. Mais c'est hyper important de rétablir tout ça, de réexpliquer, tu sais, tu te souviens, en vrai tu peux me dire, puis quand tu me dis ça, il y a ça qui se passe, quand tu me dis que c'est pas confortable pour toi le trot à cette main-là, on arrête, on essaie de trouver une solution, etc. etc. Et ça, voilà, c'est la façon dont moi je monte à cheval et dont j'enseigne. Donc je peux pas trop t'expliquer là en quelques dizaines de minutes sur le podcast, mais tu vas trouver plein d'infos dans tous les autres podcasts à ce sujet-là. C'est vraiment, ça teinte absolument toute ma pratique avec les chevaux. Et donc, je veux expliquer ça et je veux permettre à mon cheval de se réathlétiser un petit peu, pour reprendre le terme que j'ai entendu chez Julie. Parce que c'est important que quand je pose mon poids dessus, que mon cheval se dise pas « Ah, c'est lourd, oh mon Dieu, c'est lourd ». Et j'aimerais bien qu'il se dise « Ah oui, je me souviens, le sac à dos là-haut, faut que je le porte comme ça, ou que je mette mon corps comme ça pour le porter et ne pas me faire mal ». Ça, c'est hyper important. Mais encore est-il, je crois que c'est français, avec la liaison et tout ça, non, il n'y a pas de liaison, non, encore est-il, bref, encore est-il, quoi qu'il en soit, c'est important que mon cheval, il ait un peu réveillé toute cette masse musculaire qui va lui servir à me porter, et qui en vrai ne sert qu'à deux choses chez le cheval, c'est porter ses propres viscères et le poids du cavalier. La masse et l'ensemble des muscles dont je parle, c'est ce que je vais caricaturer sous ce que je vais appeler la sangle thoracique. Donc c'est vraiment tous les muscles du thorax qui lui permettent de porter son thorax, parce qu'on est assis sur son thorax. Et donc, pour mobiliser tous ces muscles-là, j'ai aussi besoin de mobiliser notamment ses abdos. Et donc, on va s'atteler à faire un peu ça à pied avant de se mettre à cheval. Par quels exercices spécifiques ? En vrai, tous les exercices valent pour ce travail-là. L'important, c'est de les faire, c'est comment on les fait. C'est-à-dire que là, comme ça, si on parle des exercices qui musclent les abdos de notre cheval et sa sangle thoracique, j'ai envie de te parler des transitions descendantes, j'ai envie de te parler du reculé, j'ai envie de te parler, et attention, on va pas reculer pendant des heures, je le précise là, on va reparler après, mais voilà. J'ai envie de te parler des déplacements latéraux, mais on peut aussi parler de l'extension d'encolure. Et tout ça, c'est hyper important de le faire dans le sens de l'équilibre du cheval. Parce que si tu fais tout ça avec un cheval déséquilibré ou un cheval qui a la tête à la retourne, en fait, tu fais plus de mal que de bien. Donc, le truc hyper important, c'est de se dire, ok, je vais mettre tous ces exercices en place. Les changements de direction, c'est hyper intéressant aussi. Je vais faire tout ça, mais je vais le faire en essayant d'avoir mon cheval décontracté. On se rappelle qu'un muscle tendu n'est pas capable de se contracter de manière optimale. Donc un cheval tendu, d'après moi, n'est pas vraiment capable de travailler de façon optimale. Même si on s'entend, des fois, relâcher notre cheval, ça peut être le seul thème de la séance, et c'est normal. Mais voilà, donc c'est hyper important de comprendre que tous les exercices qu'on fait là, c'est pas l'exercice en soi qui muscle le cheval, c'est la façon dont on lui propose et dont on lui demande de le faire. Donc moi, typiquement, ces exercices-là, je vais les faire à la longe dans un premier temps. Donc au pas, j'aime bien travailler pas mal au pas, notamment les déplacements latéraux. Donc là, je suis à la tête de mon cheval et je travaille comme ça au licol.
Et ensuite, je le mets à la longe pour aller travailler un peu plus dans les allures, au trot principalement. Je galope pas, franchement, sur les premières... Je pense que sur les 4 premières séances, j'ai pas galopé, euh, notamment à la longe. L'idée, c'est vraiment d'attendre que notre cheval il est bien équilibré, qu'il est bien OK au trot, qu'il a bien mobilisé ses abdos, sa sangle thoracique au trot, qui nous a proposé des extensions d'encolure, qu'il n'est pas complètement couché à droite ou à gauche, qu'il n'est pas complètement en train soit de tirer sur la longe parce qu'il n'est pas capable de rester sur le cercle, ou à l'inverse sur un mini cercle autour de nous parce qu'il ne veut pas mettre son poids sur l'épaule externe. Donc il y a vraiment ce truc hyper important de comment on lui propose les séances et comment il nous donne ce qu'il nous donne et les exercices qu'on lui demande. Donc, mon plan d'action à moi, il est d'alterner entre tous ces exercices, à la longe, au travail, quand je travaille, que je suis à la tête de mon cheval, au pas, et quand je sens que mon cheval est relâché, mais à la fois assez tonique, et ben à ce moment-là, je vais me mettre à cheval dessus. C'est mon plan en tout cas, puisque je vous disais que je développe l'équitation collaborative. Donc, mon plan d'action est celui-là, et s'il a besoin d'être modifié, il sera modifié en fonction de ce que mon cheval me dit. Et une fois que j'aurai travaillé tout ça et que j'aurai l'impression que mon cheval est réathlétisé, n'est-ce pas? Je vais réutiliser ce terme-là pour la 3e fois. Je vais m'autoriser à mettre la selle et à monter dessus avec ce fameux montoir comme étape clé chez moi. C'est-à-dire que chez moi, mon cheval, il sait se garer au montoir, il sait rester arrêté au montoir, mais il sait aussi que si il me donne quelques infos au montoir, ça me donne l'info qu'il n'est pas confortable avec. Donc soit s'il bouge ses postérieurs, ça veut dire qu'il n'est pas confort avec le montoir. Si jamais il bouge ou il se renferme. Ouais, si jamais il se renferme au montoir, ça veut dire qu'il se passe quelque chose au montoir. Donc, hyper important, le montoir comme étape clé pour moi de la collaboration. Si jamais votre cheval bouge au montoir, c'est peut-être pas seulement parce qu'il n'a pas appris, mais aussi parce qu'il a une info à vous passer. Et parfois, quand ils ont appris le montoir, mais qu'ils se remettent à bouger, il y a sûrement une info à passer. Et si votre cheval se renferme, donc au montoir, il se met un peu tête basse là, avec les oreilles, ce que je dis à l'intérieur de lui-même, donc les oreilles vers lui-même et un œil un peu absent, à chaque montoir que vous lui proposez, potentiellement, il y a des problématiques autour de ce montoir aussi. C'est pas parce qu'il ne bouge pas qu'il est hyper OK avec ça. Voilà, je voulais le placer là aussi. Cet épisode est donc un épisode fourre-tout. J'espère que ça vous plaira. Vous me direz sur les réseaux sociaux quand vous aurez écouté. Je serais hyper intéressée pour avoir votre retour. Et donc, une fois que je serai à cheval sur mon cheval, l'idée, c'est de refaire un peu des exercices pour vérifier qu'il peut venir ce qu'on appelle monter son dos, monter son garrot, faire des exercices, donc les mêmes exercices que je vous ai cités tout à l'heure, des transitions descendantes, des déplacements latéraux. L'idée, c'est de ne pas avoir l'impression que je pèse 300 kilos, de ne pas avoir l'impression que vraiment chaque pas est une torture avec moi là-haut, que le sac à dos est beaucoup trop lourd. Si je sens que le sac à dos est beaucoup trop lourd, l'idée c'est de rester dans des allures lentes et peut-être au trot quand même pour l'aider à tendre son dos, le remettre un peu au trot, l'aider à, j'aime bien dire, connecter l'arrière avec l'avant, donc connecter l'arrière-main avec l'avant-main. Quand je sens que tout est connecté et que mon cheval ne fait plus qu'un, et ben là je descends pour récompenser et lui dire que l'effort il est dans cette voie-là pour les prochaines fois. Si jamais j'ai l'impression qu'il me porte hyper facilement, à ce moment-là, je vais peut-être faire une première séance de plat et puis aller en extérieur. Je vous le disais sur le réel, aller en extérieur parce que d'abord j'ai envie. En vrai, ce qui me manque le plus, c'est d'aller en balade avec mon cheval, je crois. Et parce que ça me permet de faire des séances un peu plus fun que faire des ronds dans une carrière. Donc un peu plus fun parce qu'on voit un peu plus de trucs. Yoki, il aime bien aller en extérieur, donc aller faire des longues balades au pas. Donc, j'appelle long, on n'est pas sur un cavalier de randonnée chez moi, mais là, aller partir, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure au pas, en fonction de ce qu'il me dit, encore. Si au bout de 10 minutes, il a fait son dos, il me dit « Oh meuf, t'es devenue hyper lourde », à ce moment-là, je descends et je rentre, quoi. Donc c'est vraiment toujours à l'affût de ce que mon cheval m'en dit.
me dit, pardon. Et après, trotter, galoper en extérieur, histoire d'aller s'amuser un peu sur le bord des champs. Voilà un petit peu le plan d'action que j'ai sur les premières séances. Et tout ça, du coup, on peut mettre plein de combinaisons d'exercices en place pour arriver à ce dont je vous parle là. Voilà pour cet épisode dans lequel j'ai dit plein de trucs. Ça fait une demi-heure qu'on est ensemble là. Ça m'a permis de remettre plein de bases sur l'importance que notre cheval travaille ou pas. Donc je suis hyper contente. Dites-moi, et effectivement cet épisode ne prend en compte, je crois, que les 4 premiers réels sur Instagram et sur Facebook. Donc ça veut dire que je développe en une trentaine de minutes là ce que j'ai fait en 4 minutes sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, il y a des détails à ajouter. Il y a un peu de blabla explicatif à ajouter et c'est intéressant de le faire. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur cette reprise et en tout cas la façon dont je la vois. Au moment où j'enregistre cet épisode, je ne suis pas encore à cheval sur mon cheval, j'ai commencé. Donc j'ai j'ai quelques séances à mon actif, n'est-ce pas ? J'ai 2-3 réadaptations à mon actif aussi, n'est-ce pas ? Dont je vous parlerai peut-être dans un prochain épisode. Et ce qui est sûr, c'est dans la série de réels que je fais en ce moment. Donc voilà ce que j'avais à vous dire maintenant et je vous en parlerai donc dans les prochains épisodes des adaptations et de comment je fais en fonction des problématiques qui se présentent avec mon cheval. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit ce que j'avais envie de dire pour cette reprise, sur les prérequis et sur le plan d'action pour les premières séances en tout cas. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux, en message privé. J'adore discuter avec vous sur les réseaux sociaux, donc vraiment n'hésitez pas. Et si jamais vous avez aimé cet épisode, sur Spotify, vous pouvez spécifiquement mettre un commentaire à l'épisode. Si jamais vous aimez le podcast en général, s'il vous plaît, allez mettre un commentaire et une note, de préférence 5 étoiles évidemment, sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître le podcast. Donc si jamais vous l'aimez et vous pensez qu'il peut aider d'autres propriétaires de chevaux, allez mettre 5 étoiles et commenter. Vraiment, ça m'aide à la visibilité. Et puis, si jamais vous aimez et que vous voulez être mis au courant des prochains épisodes, des prochaines sorties en tout cas, vous pouvez vous abonner aussi sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et puis moi, je crois qu'il est temps que je vous laisse là. Et je vous retrouve exceptionnellement, pas la semaine prochaine, mais jeudi, pour un épisode hors série avec mon acolyte des immersions Léa. Vous allez voir, on va vous a concocté un petit épisode retour sur l'expérience immersive qu'on a proposée au mois d'août. C'est une pépite, donc je vous le conseille dès jeudi. Et puis voilà, quoi qu'il arrive, moi je vous laisse ici et je vous dis à jeudi donc pour le prochain épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!